numéro 2. Deuxième cours donc sur les structures juridiques des associations. Deuxième cours sur les structures juridiques des associations. Je vous ai montré que le ministère, c'est à la fois quelque chose de spirituel, mais aussi quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'il va falloir que les deux fonctionnent ensemble et de la meilleure façon possible. Si vous pensez que le ministère est uniquement surnaturel, c'est seulement prêcher, c'est seulement prier pour les gens, c'est seulement voir des vies changer, oui, gloire à Dieu, tout ça c'est très bien, mais derrière tout ça, il va y avoir un récipient qui va contenir tout ça, qui va aider tout cela à fonctionner d'une façon publique et dans lesquels il va falloir se protéger. Parce que ce récipient, c'est un récipient juridique, ça va être un récipient aussi qui va vous permettre d'avoir des finances et de gérer les finances et d'être transparent dans les finances. Et ça va être un récipient justement qui vous permet de faire tout un tas d'activités légalement sans que personne puisse venir vous arrêter en plein milieu de votre activité en vous disant « Monsieur, madame, tout ça, ce que vous faites, c'est pas légal. » Non, pas du tout. Vous avez besoin d'une structure juridique et d'ailleurs c'est obligatoire, c'est imposé par les différents gouvernements dans lesquels nous pouvons exercer un ministère. Et je vous garantis, ceux qui ne font pas attention à cet aspect naturel, qui pensent que tout est surnaturel, eh bien se plantent et un bon nombre d'entre eux vont complètement échouer et au bout d'un moment vous n'allez plus les trouver sur la piste du ministère parce qu'ils vont être tombés dans tellement d'ennuis, tellement de problèmes qu'ils auraient pu éviter à la base. C'est ça qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous arrivent que nous pouvons éviter. Vous avez remarqué ça ? Souvent, on va se dire, des années plus tard, si j'avais su, si j'avais l'expérience que j'ai aujourd'hui, alors je n'aurais pas ou je ne ferais pas. C'est courant, ça. Et malheureusement, on vit des moments des fois difficiles par notre propre stupidité. Oh là là. Et souvent, les chrétiens, il faut le dire, ne sont pas très sages dans beaucoup de domaines, ils ne font pas attention à beaucoup de choses. Et des fois, ils agissent, il faut le dire, stupidement, en pensant que Dieu va couvrir tout ça. Et bien, Dieu ne couvrira pas forcément le naturel. C'est à toi de le couvrir, c'est ta responsabilité. Donc, il va falloir faire attention. Donc, nous allons voir qu'il y a d'immenses avantages dans les associations. Nous sommes obligés d'être sous système associatif. Il y a des avantages, mais il y a aussi d'immenses inconvénients. Donc, évidemment, il faut faire attention. Donc, ce cours, je vous rappelle, ce n'est pas du tout un cours de droit, mais c'est vous donner des notions indispensables qui vous permettront après de comprendre et de naviguer et d'approfondir des connaissances. Il y a beaucoup de livres juridiques qui sont très bien faits, il y a des conseillers juridiques, il y a des avocats. Je vous conseillerais certaines choses aussi à propos des juristes. C'est très important parce que souvent les pasteurs ne s'entourent pas de juristes et ils font une grave erreur. Moi personnellement, je me suis entouré d'une juriste tout proche de moi dans mon association parce que quand j'ai besoin de conseils juridiques, j'ai quelqu'un à qui je peux téléphoner directement et lui dire « Est-ce que tu peux préparer ça ?» ou « Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ta da. » C'est très facile, c'est beaucoup plus simple. Et les juristes, nous en avons besoin. Donc sachez que si vous êtes juriste, vous pouvez être utile pour le royaume de Dieu. Amen. On n'a pas besoin forcément d'être dans le ministère public, dans les 5 ministères, pour être utile dans le royaume de Dieu. Oui, c'est utile, mais il n'y a pas que ça. Nous avons besoin aussi des autres membres. Et ensemble, si chaque membre est à sa place, le corps bien coordonné peut réaliser une pleine vision que le Seigneur nous donne. C'est ça qui est important à comprendre. Et c'est de plus en plus vers ça qu'on va converger. C'est-à-dire que je vous montre que le royaume de Dieu est une théocratie, mais ce n'est pas une dictature non plus. Il va falloir que le leader sache mettre suffisamment, implanter, investir suffisamment dans les gens envers qui il exerce son ministère pour que ces personnes comprennent que ce sont des gens utiles, qui ne sont pas là par hasard et qui peuvent faire des choses très intéressantes pour aider à ce que la vision aille beaucoup plus haut. Et c'est ça l'art du leadership que nous étudierons un peu plus tard. Mais là, nous en sommes dans le juridique, donc c'est le seul cours sans verset biblique, je vous le rappelle. Alors, nous avions vu l'introduction, d'accord, il y a des choses qu'il faut bien comprendre, il faut bien se prémunir. Tout spiritualiser, ce n'est pas la meilleure des choses. Il faut apprendre à se protéger. Et pour se protéger dans la structure juridique, il y a des choses simples à faire, mais il faut les connaître. Et quand on ne les connaît pas, eh bien, on ouvre des portes et boum, parfois on se retrouve par terre. Et eh bien, on est parfois blessé, ou il y a des problèmes relationnels graves, ou des incompréhensions. Moi, je pensais que tu pensais, que tu pensais, que nous pensions, que je pensais. Et puis finalement, eh bien, les gens se retrouvent avec des querelles qui n'auraient jamais dû exister, parce que finalement, il y avait des incompréhensions dès le départ. Donc le tout, c'est de savoir où on met les pieds. Et malheureusement, quand on a reçu une vision du Seigneur, qu'on n'est pas forcément bien formé dans le domaine juridique, on fonce, et des fois on va droit dans le mur, et boum, on se cogne la tête. Et parfois on se casse le crâne. On se retrouve par terre, on se retrouve blessé. Donc il faut faire attention, il faut savoir se sécuriser. Donc nous avons vu la définition d'une association sans but lucratif. Je vous rappelle que c'est la structure quasiment imposée par tous les gouvernements du monde entier. Et je vous ai montré que c'est un groupe de personnes, au moins deux, qui ont un intérêt commun permanent et qui mettent ensemble des connaissances, qui mettent ensemble aussi bien sûr des ressources, des activités, etc. etc. Et ils veulent réaliser quoi? Ils veulent réaliser un but particulier, d'accord? Ça c'est leur objectif, mais à caractère non lucratif. Donc il va falloir créer une nouvelle personnalité juridique
qui soit cette vitrine légale sous laquelle on va pouvoir fonctionner en tant que ministère. Alors, créer cette personnalité, bon, c'est bien, mais il faut savoir où on met les pieds. Et malheureusement, beaucoup de ministères ne savent même pas où ils mettent les pieds. Ils vont prendre des statuts, ils vont copier ça, ils vont aller au ministère de l'Intérieur ou à la préfecture dans d'autres pays, dans certains pays francophones, ils déclarent leur truc, et puis ils disent, voilà, nous avons une association, c'est très bien, mais tu ne sais pas où tu t'es embarqué, tu ne sais pas dans quel bateau tu es entré. Et justement, c'est ça qu'il faut que tu saches. Et c'est l'objet de ce cours, c'est de comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Parce que souvent, malheureusement, on en connaît peut-être les avantages, on se dit c'est bien, on va avoir une association, donc maintenant on peut ouvrir une église, on peut louer un bâtiment, on peut. Oui, d'accord, mais avec les avantages, tu as aussi des inconvénients. Et si tu ne les connais pas, il faut faire attention. Alors, je vous ai montré 3 lois importantes. Le spirituel doit dominer le juridique, c'est-à-dire que c'est d'abord les choses qu'on reçoit d'en haut, hein, qui doivent primer, non pas des décisions humaines dans l'association. Ce n'est pas l'association qui doit donner le ton à la vision, du tout, mais c'est la vision qui doit donner le ton à l'association. C'est-à-dire qu'on reçoit les choses du Seigneur et à ce moment-là, on les implémente dans l'association. Et l'association ne doit pas contrecarrer cela. Le juridique doit servir le mieux possible le spirituel. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de frein. Vous ne devez pas avoir des gens qui, dans votre structure juridique, sont là pour vous freiner, font du lobbying, sont là en train de voter toujours. Non, je suis contre, moi je suis contre, moi je suis contre. Si le pasteur a des gens qui sont contre lui dans l'association, c'est dramatique. C'est très mauvais. Parce que ces gens-là peuvent préparer un coup d'État. Et ça existe, je vous le dis. Et c'est très facile, c'est démocratique. Très simple. Un peu de lobbying, on prend la majorité à l'Assemblée Générale et on dit non, 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 on veut que le représentant légal ou le président soit changé. Et si c'est le pasteur, le visionnaire qui est président ou représentant légal, s'il se fait chasser, il y a quelqu'un d'autre à sa place, vous avez 2 têtes. Vous avez une tête juridique et une tête spirituelle. Et c'est ce qui se passe. Ben oui. Et c'est là où il y a le contrôle de l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est très mauvais, c'est très dangereux. Donc, il va falloir sécuriser ça. C'est très simple à sécuriser, mais il faut savoir quoi faire. Alors ensuite, on a vu que le juridique doit suivre le spirituel. Donc, si le pasteur décide quelque chose dans la vision, directement, le juridique doit se plier, doit se soumettre. Ça ne doit pas être fait avec 50 000 comités de commission, de comités de commission. Maintenant, je vous apprendrai aussi comment sécuriser les gens, que les gens se sentent en sécurité. Parce qu'il y a des gens, vous savez, quand vous prenez trop de décisions par vous-même, et que si vous êtes enfermé et que vous ne voulez jamais communiquer avec les autres en tant que leader, là c'est très mauvais. En fait, vous êtes en train de vous enfermer sur vous-même et d'ouvrir la suspicion. Et ça c'est très mauvais. Il ne faut pas faire ça. Par contre, il ne faut pas être coincé par tout un tas de commissions, de comités, de groupes de gens à qui vous devez rendre des comptes sur le moindre franc qui est dépensé. Parce que si vous faites ça, vous êtes foutu. S'il faut décider en comité quelle est la couleur du tapis que vous allez mettre dans le bureau du pasteur ou dans la réception, eh bien, franchement, c'est dommage. Si vous en êtes là, vous avez besoin de faire des comités et des votes pour ça, vous êtes foutus. Vous allez passer toute votre vie à faire des comités et des commissions et vous n'allez jamais pouvoir exercer correctement votre ministère. Donc il faut que les choses se décident rapidement. Par contre, il ne faut pas qu'elles se décident n'importe comment. Donc il va falloir tout sécuriser. Alors les avantages du système associatif, on a vu des fiscalisations et des activités, mais des activités génératrices de revenus qui seulement ramènent des sous, et ces sous ne sont pas distribués. C'est pas ça l'association, ça c'est une société. L'association, c'est on remet tous les sous pour réaliser les objectifs. Donc ça ne va pas dans la poche des gens qui sont membres de l'association. D'accord ? Alors, il y a beaucoup de pays où on ne paye pas d'impôts, mais il y en a où on paye des impôts. Donc on commence à brider de plus en plus l'association, c'est-à-dire on l'empêche d'aller jusqu'à un certain niveau, où on commence à lui dire non, non, maintenant vous avez trop d'argent, il faut nous en donner, nous sommes l'État, nous avons besoin de cet argent. Vous voyez, très souvent c'est ce qui se passe. Ok. Alors, les failles du système associatif, eh bien évidemment, c'est le côté démocratique. Et le côté démocratique, s'il est très mal géré, c'est une catastrophe. Une catastrophe, parce que finalement, nous découvrirons que l'organe le plus puissant d'une association, c'est l'Assemblée Générale. C'est-à-dire quand tous les gens, tous les membres de l'association sont réunis. Alors évidemment, vous allez me dire tous les membres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les membres de l'Église ou c'est les membres? On va voir justement. On va expliquer un certain nombre de choses. Et je vous montrerai que la plupart des grosses églises ont une petite association. C'est-à-dire où il y a peu de membres dans l'association, parce qu'on ne peut pas faire des assemblées générales avec 1000 personnes. C'est pas possible. Ou 10 000 personnes pour des immenses églises. C'est pas gérable. Il y a des gens qui sortent, qui rentrent. C'est ingérable ce genre de choses. Donc, il va falloir comprendre comment ça fonctionne et comment faire attention. Alors, nous avons regardé une chose, c'est que un des objectifs de ce cours, c'est de vous amener à prendre conscience que la structure juridique étant indispensable,
il va falloir la canaliser correctement. Ça veut dire qu'on va y mettre des garde-fous. On va voir qu'il y a des choses très communes, obligatoires. C'est-à-dire, tous les gouvernements vous donneront des statuts, ce qu'on appelle des statuts types. C'est comme ça qu'ils appellent. C'est-à-dire, on vous donne des modèles de statuts. C'est comme si vous montez une société, on ne va pas réinventer la roue. Il y a déjà des gens qui ont travaillé sur des statuts types. Vous prenez ces statuts et vous allez les adapter à votre activité. C'est en général comme ça qu'on fait. Une société, qu'on monte une société ou qu'on monte une association. On prend des statuts types. Maintenant, se précipiter à prendre des statuts types et rapidement les déposer dans les différents bureaux de l'État où on doit déposer ces choses pour recevoir soit un agrément, soit la permission de pouvoir fonctionner en tant qu'association, c'est toujours un danger. Et c'est là où il va falloir qu'on fasse attention, et c'est là où je veux vous mettre en garde pour mettre ces garde-fous. Alors, maintenant, on va voir grand 3, donc les statuts d'une association. Les statuts d'une association. Les statuts d'une association. On va en donner la définition, puis on va regarder ce que c'est. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans, et on va étudier les statuts types d'une association. Grand A, définition. Donc, grand 3, les statuts d'une association. Grand A, définition. Notez que les statuts d'une association représentent son acte constitutif. Les statuts d'une association représentent son acte constitutif et sont composés, les statuts d'une association représentent son acte constitutif et sont composés d'une suite d'articles. Sont composés d'une suite d'articles faits de dispositions conventionnelles. On va expliquer tout ça. Donc on présente son acte constitutif. Ils sont composés d'une suite d'articles faits de dispositions conventionnelles qui fixent les règles de fonctionnement de l'association. Qui fixe les règles de fonctionnement de l'association. Donc les statuts d'une association représentent son acte constitutif et sont composés d'une suite d'articles faits de dispositions conventionnelles qui fixent les règles de fonctionnement d'une association. Alors en fait tout ça c'est des grands mots, mais c'est très simple. Les statuts c'est quoi? Les statuts c'est donc un document. Dans ce document, il y a des articles. Ok, article 1, article 2, etc., etc. Chaque article va décrire certaines choses sur votre association. Voilà. Et ça va expliquer d'une façon conventionnelle, c'est-à-dire de la façon dont ça doit être fait, avec lesquelles on s'est mis d'accord, et qui sont conformes avec les lois, évidemment, en vigueur, les lois du pays dans lequel cette association fonctionne, et ça va régir quoi? Ça va donner les grandes lignes, je dis bien les grandes lignes, c'est là où il faut faire attention. Les grandes lignes sur comment votre association est constituée, de quoi elle est faite, etc. Comment elle va fonctionner. Qu'est-ce que vous allez faire dedans, etc., etc. Maintenant, nous verrons qu'il y a un autre document qu'il faudra rédiger, qui n'est pas des moindres pour une église, qui s'appelle un règlement d'ordre intérieur, qu'on étudiera aussi. Et lui va venir préciser comment vous fonctionnez de manière pratique. Ça va être votre cuisine interne, si vous préférez. Là, l'État n'a pas le droit de mettre son nez dedans. Par contre, l'État a le droit de mettre son nez dans vos statuts. Vos statuts, c'est quoi? Vos statuts, c'est la carte d'identité de votre association. Voilà. La carte d'identité de votre association, si on veut être simple. Vous voyez, c'est tout simple. C'est un document légal, voilà. En fait, qu'est-ce que disent vos statuts? En gros, ils disent... Donc, c'est la carte d'identité de votre association, c'est le document légal. Voilà. Quand on vous dit, on vous arrête dans la rue, on vous demande votre identité. Vous sortez votre carte d'identité. Ça montre quoi? Ça montre qui vous êtes, ça montre votre nationalité, ça montre votre adresse, ça montre, ça vous donne la date de naissance, etc., etc., etc. Donc, on sait qui vous êtes. Voilà. Eh bien, pour une association, c'est la même chose. On va voir que c'est un document légal dont on se sert d'ailleurs pour faire un certain nombre de démarches. Parce que ça représente quelque chose. Par exemple, pour une banque, le pasteur ne va pas en son nom à la banque pour faire des choses pour l'Église. Il va y aller au nom de l'Église, s'il est représentant légal ou président, ce qui doit être le cas d'ailleurs. Je vais vous dire pourquoi, je vous insisterai très largement là-dessus.
Et à ce moment-là, il va être obligé de montrer quoi? Si vous voulez ouvrir un compte en banque pour votre église, vous êtes obligé de montrer vos statuts. Vous ne pouvez pas faire ça de vous-même en disant, voilà, je suis le pasteur de l'église, machin truc, je veux ouvrir un compte en banque. On va vous dire, ok, mais on voudrait voir les documents de votre église. Donc vos statuts, la carte d'identité, si vous préférez vos statuts. Donc dans vos statuts, il y a quoi? Il y a comment vous vous appelez, hein, je vais vous donner ça d'une façon très pratique, je veux que ce cours soit très pratique. En fait, dans les statuts, il y a quoi? Comment vous vous appelez? Qui vous êtes? On va retrouver ça dans les statuts. Hein. Comment vous vous appelez? Qui vous êtes? Ce que vous faites? Ce que vous faites? Donc comment vous vous appelez? Votre nom? Le nom de votre église, donc votre association. Qui vous êtes? Ce que vous faites? Où vous le faites? Où? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Qui est à la base de votre association? On verra les membres fondateurs. Qui est à la base de votre association? Qui dirige? Qui dirige? Et comment il dirige? Qui dirige et comment il dirige? On verra qu'on parlera de comité exécutif ici, entre autres, ou de bureau, ou de conseil d'administration dans certains cas. Donc qui dirige et comment il dirige? Comment on devient membre? Comment on devient membre? Comment on est radié, c'est-à-dire chassé ou rayé de la liste des membres? Comment on devient membre? Comment on sort donc de l'association? Comment on entre? Comment on sort? Comment est-ce que cette association est financée aussi? Les financements de l'association, c'est courant aussi, parce qu'on voit souvent dans les statuts. Donc les financements de l'association. Et puis, qu'est-ce qui se passe si elle est dissoute? Votre association disparaît. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce que va devenir son patrimoine? C'est-à-dire tout ce que vous avez acquis. Ce qu'on appellera les immobilisations, entre autres, en comptabilité. Il y a des choses qui ont une valeur, qui durent, qui ne sont pas consommées au premier usage, mais qui durent dans le temps. Eh bien, si l'association est dissoute, qu'est-ce que ça va devenir? Ça doit être marqué dans vos statuts. Oui. Tout ça, on va le retrouver tout simplement dans les statuts. Mais les statuts, ce sont les grandes lignes. Voilà. Ce sont les grandes lignes. Donc on va retrouver tous ces points-là qu'on a cités ici rapidement. C'est-à-dire comment on s'appelle, qui est à la base, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, où vous le faites, pour combien de temps, etc. Qui est membre, qui rentre, qui sort, qui dirige, comment il dirige, etc. On va retrouver toutes ces grandes lignes dans les statuts. Donc ces statuts, ça va être le document qui va montrer toutes ces choses pour cerner qui vous êtes. Voilà. Pour cerner qui vous êtes. Donc ces statuts vont être importants, surtout, particulièrement pour une église, et là, il va falloir faire attention. Alors évidemment, ces statuts doivent être légalement enregistrés. Ça, c'est très important. Il y a des procédures pour enregistrer. Et normalement, tant que vous n'êtes pas enregistré, vous n'avez pas le droit de fonctionner légalement. Sinon, vous êtes dans l'illégalité. Donc, tant que vous n'êtes pas enregistré, vous n'avez pas le droit de fonctionner légalement. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'églises démarrent en étant couvertes juridiquement par d'autres associations qui ont des églises. Ce qui est un bien et un mal. Parce que normalement, dans n'importe quel pays du monde, on devrait trouver la personnalité juridique, être enregistré au gouvernement très rapidement. Ça devrait demander peu de temps. Nous, ça nous a demandé 4 ans. Vous savez pourquoi d'ailleurs? Avec la corruption qu'il y avait dans ce pays, de ce côté-là, ça a demandé 4 ans. Ils voulaient de l'argent, j'ai dit non. J'ai dit moi, il n'y aurait pas d'argent. Un jour, il y a quelqu'un qui est passé, vous voyez, qui appelait des macos un jour, au ministère là-bas, et qui a dit, de toute façon, avec le pasteur Olivier, vous n'aurez pas d'argent. Ils n'ont jamais eu d'argent, et on a eu notre personnalité juridique un jour. C'est comme ça que ça fonctionne. On doit être ferme dans ce qu'on fait, quelles que soient les difficultés, quels que soient les bâtons dans les roues. Mais ça, c'est important d'avoir des statuts enregistrés, vos statuts, sous votre association. Parce qu'il va falloir que vous soyez maître de votre ministère. Si vous avez un ministère, si vous avez une onction, vous devez être maître, parce que vous êtes le capitaine du bateau. Et le capitaine du bateau, c'est lui qui a la barre du bateau. S'il n'a pas les rênes
de ce qu'il est en train de faire, le bateau peut s'échouer et s'écraser. Et sans que ce soit lui qui l'ait fait. Et ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cet aspect du ministère. Donc tout ça, ça va demander des fois un peu de temps, mais il faut constituer des bons statuts. Une fois que les statuts sont constitués, il faut se renseigner sur les démarches. Et normalement, à peu près dans tous les pays du monde, ça marche à peu près plus ou moins correctement. On arrive tôt ou tard à avoir ces papiers. Mais c'est important d'avoir tout ce qu'il faut, d'être en règle. Je vous garantis, ça paye d'être en règle. Ça coûte toujours au début, parce que des fois c'est difficile, des fois on vous met des bâtons dans les roues, même toutes sortes de choses qu'on essaye de faire, mais ça paye d'être en règle. Ça paye d'être à jour, de faire ces assemblées générales quand il faut, de faire ces comités exécutifs quand il faut, comme nous le verrons, d'avoir une comptabilité clean, très transparente. Ça paye, je vous le garantis. C'est pas facile à faire au début. Par contre, quand vous le faites et que vous êtes sérieux par rapport à ça, je vous montrerai que Dieu bénit toujours une bonne gestion. Ça, Dieu bénit toujours une bonne gestion. Quand vous avez un bon cœur et que vous avez une bonne gestion, Dieu vous bénira d'une façon particulière. Maintenant, si les choses ne sont pas claires, si dans vos statuts il y a des trucs bizarres, si vous êtes arrangé pour différents trucs, si dans les finances c'est jamais géré correctement, Dieu ne peut pas bénir ce genre de gestion. C'est pas possible. Donc, correctement gérer le juridique, c'est d'ailleurs fondamental. C'est vraiment un point important. D'accord. Alors maintenant, on va voir le contenu général des statuts. Contenu général des statuts. On va étudier ça ensemble. Le contenu général des statuts. Donc on va retrouver ici, ce que je vais vous donner ici, c'est les statuts types qu'on retrouve d'une manière générale. Vous l'avez donc dans votre support de cours, dans votre syllabus. Donc vous avez des statuts types que vous pourrez reprendre très facilement pour créer une association. Mais j'ai rajouté un certain nombre de choses volontairement. Vous trouverez ça à peu près en général, dans tout le monde francophone, c'est à peu près la même chose. Dans le monde anglophone, il y a quelques divergences. Mais dans le monde francophone, vous trouverez à peu près ce genre de truc. D'une manière générale, certains termes qui veulent changer, mais d'une façon générale, c'est la philosophie que les francophones ont par rapport à l'aspect associatif. Par contre, une chose qu'il faut faire, c'est adapter. D'accord? Là, justement, je vais vous faire des remarques sur l'adaptation. Parce que des statuts types, vous pouvez en trouver. Vous achetez un livre juridique sur les statuts des associations et vous avez des statuts types. Vous allez, je ne sais pas moi, dans des librairies, dans des bibliothèques, vous allez dans différents endroits, même sur Internet, vous pouvez trouver des statuts types. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ces statuts types ne sont pas adaptés pour les églises. Parce que c'est des trucs pour les associations, par exemple pour les handicapés, pour les associations pour, je ne sais pas moi, la protection de la nature, etc. etc. Donc tout ça, c'est très bien. Mais ça ne parle pas trop du ministère, vous en convenez. C'est normal. Bon, donc ce genre de statuts, vous les trouvez très facilement un peu partout. Dans des livres, il y a de très bons livres juridiques sur des statuts, mais en général. Ok, que vous pouvez d'ailleurs reprendre, pourquoi pas. Mais ce n'est pas du tout adapté au ministère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un cours orienté vers le ministère, pour que vous puissiez justement comprendre comment ça fonctionne, et surtout éviter certains pièges, éviter certaines erreurs classiques que je vois faire, que moi-même d'ailleurs j'ai faites, sur des statuts, sur le juridique, parce qu'on a tendance à ne pas faire attention à cela. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir exercer le ministère ouvertement. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos textes? Vous savez, tant qu'il n'y a pas de problème dans une église, dans une association, en général, les gens ne regardent pas les statuts. Bon, c'est le jour où il y a un problème. La première chose qu'on vous demandera, on vous demandera qu'est-ce qu'il y a écrit dans vos statuts. Et vous savez que la plupart des pasteurs ne savent même pas ce qu'il y a dans leurs statuts. C'est clair? Ben oui, parce qu'on n'y fait pas forcément attention au départ. L'important pour nous, c'est d'acquérir quoi? De pouvoir être agréé par le gouvernement, de pouvoir être enregistré légalement. Donc ce qui veut dire d'avoir le droit de fonctionner légalement. Et on se dit, bon, on n'a qu'à mettre les trucs classiques pour pas que... Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que vos statuts, quand vous les amenez dans les différents bureaux, ils regardent si ces statuts, le gouvernement regarde toujours, tous les gouvernements regardent si c'est conforme à la loi. Donc ils font ce qu'on appelle une toilette juridique, c'est-à-dire qu'ils vous diront s'ils peuvent rejeter votre dossier légalement en disant non, ça vous n'avez pas le droit de le faire puisque le code des associations dit que ça vous n'avez pas le droit. Donc ce que vous faites souvent, c'est que vous prenez des choses qui vont passer partout. C'est bien, mais ça peut porter un inconvénient gigantesque. Et c'est là où on se fait souvent avoir, il faut le dire. Et puis de toute façon, rappelez-vous, quand on démarre dans le ministère, on est dans l'euphorie du démarrage, on est dans le ciel.
Oui, mais rapidement, les choses de la terre vont revenir à la surface. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et malheureusement, on n'y fait pas attention. Et c'est des années plus tard que ce que vous avez mis dans vos statuts, il va falloir que ce soit solide, parce que ça sera éprouvé. Tout sera éprouvé. Il faut que vous sachiez que dans le ministère, tout est éprouvé, c'est clair. Donc, souvent la précipitation. Qu'est-ce que souvent un pasteur va faire? Il va voir un autre ami pasteur, il va lui dire, tu sais, je vais démarrer une église, est-ce que tu peux pas me donner tes statuts? C'est souvent ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tout dedans. On ne va pas réinventer la roue, comme je le disais. Oui, d'accord. Mais peut-être que ce pasteur-là n'est pas encore passé par certaines difficultés juridiques. Donc vous prenez ça. Vous l'avez changé, vous mettez le nom, votre église, vous changez 2-3 trucs, et hop, vous dites, ça y est, j'ai fait ça. Et j'ai évité de payer un juriste. Ah, j'ai fait des économies. Oui, tu as fait des économies aujourd'hui, mais plus tard, tu ne feras pas des économies, je te garantis. Eh oui, et souvent on fait ça. En plus, on n'a pas beaucoup de sous parce qu'on démarre le ministère. Voilà. Et c'est des erreurs communes qu'on fait. Pourquoi? Parce que bon, bah, on démarre, donc voilà. Mais malheureusement, il va falloir mettre un certain nombre d'articles et de modifier certains articles pour justement sécuriser le ministère. Et c'est ce qu'on va découvrir au travers de ce cours. Alors, voilà, maintenant on va voir les statuts et on va décortiquer différents articles des statuts. Donc, titre 1, Constitution, vous mettez titre 1, Constitution, ça vous le trouverez partout. Ce que je vous montre ici, vous trouverez ça partout. C'est les statuts types, partout. Titre 1, Constitution, virgule, objet, virgule, siège social et durée. Constitution, objet, siège social et durée. Alors, article 1, Constitution et dénomination. Constitution et dénomination. Alors, il y a des formules classiques, juridiques, tout à fait adaptées. Je vais vous les nommer. Ce n'est pas la peine de les écrire, mais vous trouverez ça dans votre support de cours. Bon, tout à fait typique. Il est fondé entre les adhérents au présent statut une association sans but lucratif, régie par la loi, et vous mettez la loi du X tel mois, de telle année, etc., etc. Les juristes aiment trop tout ça. Ayant pour titre. Alors, ayant pour titre. Là, vous allez mettre le nom. Le nom de soit votre église, soit votre ministère. Alors là aussi, s'il vous plaît, si vous créez quelque chose, soyez simple. Il y a des gens qui ont le ministère des 3 anges et du combat spirituel de l'évangile de Jésus-Christ de son premier retour. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Des noms bizarres ou des noms à rallonge. Alors souvent, ils mettent une abréviation, ils mettent juste les premières lettres et ça fait déjà un grand mot comme ça. D'accord? Donc, évitez ce genre de truc. Soyez simple. Rappelez-vous, vous avez besoin d'un nom simple, que tout le monde puisse reconnaître facilement. Et aussi une chose qui est certaine, c'est que vous allez déposer ces statuts. Dans vos statuts, il n'y a pas besoin de verset biblique. C'est du pur juridique. Il n'y a pas besoin de citer la Bible à tous les coins de vos articles. Il y a juste besoin d'une structure juridique. Parce que le gars qui va vous corriger, entre guillemets, qui va regarder celui qui est supposé être donc l'employé du gouvernement, qui doit normalement faire son travail correctement, il va juste regarder si c'est conforme à la loi. C'est tout ce qui l'intéresse. Ce qui ne l'intéresse pas, c'est si vous avez marqué Jean 3,16. C'est pas ça qui vous donnera un point en plus pour faire passer votre dossier. D'accord? Ça ne l'intéresse pas. Ok? Mais je sais que les chrétiens sont toujours super spirituels. Non, sachez vraiment faire les choses naturelles, d'une façon excellente, claire, que ce soit vraiment bien fait, sans grande spiritualité. C'est pas ça qui va amener l'onction. C'est pas parce que vous aurez mis Jean 3,16 dans vos statuts que l'onction divine va descendre et un ange va vous apparaître. Vous voyez, souvent les chrétiens sont un peu bizarres. Je ne sais pas pourquoi ils sont bizarres, les gens. Ils veulent toujours rajouter tout un tas de trucs. Non, non, non. Simplement, mettez un nom très spécifique, un nom qui vraiment correspond à ce que vous avez reçu du Seigneur. C'est ça qui est important. Voilà. Vous avez reçu quelque chose de spécifique du Seigneur, Dieu vous a donné une vision particulière, et là vous dites, voilà, on va l'appeler comme ça, etc., etc. Bon, des fois, Dieu donne des noms, c'est clair. Des fois, c'est plus les hommes qui fabriquent les noms, mais bon,
chacun sera jugé selon ce qu'il a mis sur le nom de son ministère. Voilà, donc vous l'appelez du nom de votre église si vous avez une église, etc. Si c'est un ministère qui va couvrir plusieurs activités, peut-être que c'est plus intelligent de ne pas mettre le nom d'une église directement, parce que les gens directement vous diront, bah, vous avez que des églises. Par exemple, si vous nommez votre association église, je ne sais pas moi, église Emmanuel par exemple, eh bien, si vous l'appelez comme ça veut dire clairement que vous êtes une association qui couvre des églises. C'est tout. Ça veut dire que si vous voulez faire autre chose, soit il faut le mettre dans vos statuts, ou ça ne reflètera pas facilement vos autres activités. On pensera toujours obligatoirement, ah, ils ont l'église. D'accord, oui, mais peut-être que vous faites autre chose à côté. Vous faites peut-être du média. Vous êtes peut-être je dirais, une maison d'édition de livres chrétiens. Vous avez peut-être un institut biblique. Vous avez peut-être une radio. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que dans le nom, faites quand même attention à ce que vous mettez. D'accord? Alors, l'objet. Article 2, l'objet. L'objet. Alors là, faites aussi très attention. L'objet. Et là, il faut donner un descriptif de vos activités dans les grandes lignes. Donnez un descriptif de vos activités dans les grandes lignes. Mais soyez le plus large possible. Soyez le plus large possible quand vous déposez vos statuts. Je vais vous dire pourquoi dans une minute. Donc, vous allez donner un descriptif de vos activités. Je vous donnerai un exemple. Et soyez large. Si vous êtes trop limité, par exemple, vous dites cette association a pour objet la création d'églises Emmanuel. On va prendre les églises Emmanuel, d'accord? Et puis c'est tout, vous mettez rien d'autre. Si par exemple vous démarrez un institut biblique, c'est pas dans vos statuts. Et normalement, on peut commencer à vous poser des problèmes. Si par exemple vous faites un concert, on peut vous dire, mais attendez, un concert, mais est-ce que dans vos statuts vous avez le droit de faire ce genre de choses? On peut. Si on veut vous chercher des histoires, on peut vous chercher des histoires. Alors vous allez dire, ah oui, mais mince, on a oublié de mettre ça dans nos statuts. Alors vos statuts sont déjà enregistrés au gouvernement. Donc vous allez être obligé de passer par une procédure qui s'appelle l'amendement des statuts. Ça veut dire qu'il va falloir que vous passiez par des procédures légales qu'on va d'ailleurs décrire dans ce cours. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vous expliquerai comment organiser une assemblée générale, parce que certains d'entre vous, on vous a mis représentant légal d'une association et vous ne savez même pas organiser une assemblée générale. Et vous savez à peine ce que c'est qu'une assemblée générale réellement, pour être honnête. Et bon, ça s'apprend ces choses. Donc autant apprendre à le faire. C'est un des objectifs de ce cours aussi, c'est de vous donner des choses très pratiques, pour vous dire un petit peu comment faut dérouler, je dirais, faire dérouler donc une assemblée générale, savoir réunir des gens, comment le faire, quelles sont les procédures légales, qu'est-ce qui passe d'une manière générale, et les erreurs à éviter. Parce qu'on va voir que s'il y a des choses qui sont décidées en assemblée générale et que la convocation n'a pas été faite correctement, eh bien c'est contestable. Ça veut dire que quelqu'un de votre association peut dire non, 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 ça n'a pas été fait légalement. Il peut vous contester devant un tribunal. Et en tant que représentant légal, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Donc faites attention, il va falloir respecter un certain nombre de règles. D'accord? Donc le mieux ici, c'est d'être assez large. Parce que si vous êtes trop étriqué, trop étroit, si vous commencez à voir que, bon, je sais pas, votre église grossit bien, tout marche très bien, puis vous avez envie de faire d'autres activités. Par exemple, créer un club de sport, je dirais en tant qu'activité chrétienne, je ne sais pas, faire une université chrétienne ou quoi que ce soit, et que ce n'est pas dans vos statuts, vous allez être obligé de les amender. Ça veut dire que vous allez être obligé de changer cet article-là par les procédures légales, il y a tout un tas de trucs à faire, etc. Repasser ça devant un notaire ou devant je dirais un représentant de l'ordre, et à ce moment-là, il va falloir déposer ça encore au gouvernement et faire une lettre de notification comme quoi vous avez changé, vous avez amendé vos statuts. Donc, le mieux, c'est d'être assez large. Alors, par exemple, je vous ai mis un exemple dans le support de cours, dans le syllabus. Ce ministère a pour but la création d'églises dénommées, d'avoir un institut biblique, de diffuser l'évangile par tout moyen médiatique, internet, radio, télévision, croisade d'évangélisation, d'organiser toute manifestation qui jugera utile afin de propager la parole de Dieu. Là, vous pouvez juste mettre un petit mot, la parole de Dieu, parce que ça c'est important quand même qu'on vous reconnaisse comme une association à but, entre guillemets, ce que les païens voient, religieuse. Parce que vous avez un statut particulier en général. En tout cas, on vous reconnaît dans certaines choses. Alors maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ici, dans cet article, mettez toujours quelque chose qui manque quasiment partout. Mettez le nom
Ça, c'est très important. Ça vous sécurisera. Mettez le nom du visionnaire fondateur. Mettez le nom du visionnaire fondateur. Ça, mettez-le toujours dans cet article-là. Vous dites, ce ministère ou cette église a été par le pasteur, etc. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque possible. Il n'y a pas d'équivoque. Les Américains ont détourné ce problème-là. Parce que là, c'est le problème de l'association. Si vous ne mettez pas ça dans un des articles, et particulièrement celui-ci, vous allez vous retrouver avec la chose suivante. Vous allez créer une entité juridique dans laquelle votre ministère, au travers de l'onction que Dieu vous a donnée, la vision que Dieu vous a donnée, va évoluer. Le problème, rappelez-vous, c'est que l'association est démocratique. Vous pouvez foncer, vous pouvez commencer à faire des choses extraordinaires pour le Seigneur, vous attaquez le royaume des ténèbres. Et là, vous risquez quelque chose de très mauvais. Ça veut dire que l'ennemi va essayer de toucher quelque chose où il y a un point faible. Et ça peut être un point faible si votre nom n'est pas mentionné dans les statuts. Donc les Américains, eux, ils font la chose suivante. Ils mettent leur nom dans le nom du ministère. Benny Hinn Ministries. Qui peut voler Benny Hinn Ministries? Personne, parce qu'il y a déjà le nom dedans. Voilà comment les Américains ont fait. Mais dans le monde francophone, ça passe pas très bien, ce genre de choses. Et quelques personnes essayent de le faire, mais ça passe plus ou moins bien. Donc le mieux, c'est de mettre votre nom, si vous êtes celui qui a reçu l'onction, ou celle qui a reçu l'onction, et la vision, mettez-le directement dans vos statuts. Et faites-le au départ. Parce qu'au départ, les gens qui sont là pour vous aider sont bien intentionnés, ou ils paraissent bien intentionnés. Et peut-être qu'après, certains d'entre eux pourront changer. Une fois que votre nom est mis là, déjà, vous êtes sécurisé quelque part. C'est très important ce que je vous dis ici, parce qu'il y a souvent des problèmes au bout d'un certain nombre d'années, et on commence à dire, c'est souvent les gens qui vous ont secondé pendant un certain temps, qui pensent qu'ils ont droit à devenir le deuxième pasteur, ou même le premier pasteur, ou le ceci ou le cela. Et alors, ils vous font des histoires. C'est triste à dire, mais on le voit souvent. Parce que les gens, comme je vous le dis, pensent la chose suivante, et ne faites jamais cette erreur de dire que vous commencez un ministère avec X personnes. Non, ils viennent vous rejoindre dans la vision que vous les appelez, et vous leur dites, si vous voulez, voilà, j'ai un appel du Seigneur, si vous voulez m'aider, si vous voulez travailler sous mon leadership, vous êtes les bienvenus. Mais on ne travaille pas avec moi. Soyez clairs. Je vous assure, bien des problèmes sont évités quand on est clair au départ. Mais souvent, quand on reçoit un appel de Dieu, enfin quand on reçoit une onction de Dieu et qu'on est en flamme pour le Seigneur, bon, on a envie d'inviter tous les gens autour de nous et dire, voilà, le Seigneur m'a parlé. Et tous les gens disent, ah, c'est formidable, je savais, gloire à Dieu. Oui, on est ensemble, d'accord. On est ensemble aujourd'hui, oui. Mais demain, on sera peut-être l'un contre l'autre. Et malheureusement, les problèmes sont là. Si vous avez des textes pour vous sécuriser, je vous assure, ça vous aidera au moment où les gens commenceront peut-être à secouer un peu en disant « je veux une part du gâteau ». Il y a des gens qui viennent là pour des ambitions. Je ne peux pas vous dire le nombre de gens qui viennent pour des ambitions personnelles. C'est triste à dire. C'est triste à dire, mais il y en a beaucoup. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'on est là pour servir le Seigneur. On n'est pas là pour se créer notre propre, je dirais, tour. On n'est pas là pour se créer notre propre empire. On est là pour servir le Seigneur. Mais il est important que les gens qui entourent un ministère connaissent bien leur rôle. Parce qu'il y a trop de problèmes avec je dirais, cette rébellion vis-à-vis de l'autorité spirituelle. Et ça crée beaucoup de problèmes. Quand on est je dirais, quand on suit un ministère, on doit comprendre qu'on doit être soumis et c'est volontaire. Sinon, ça ne peut pas aller. On ne peut pas être X à vouloir prendre des décisions et le pasteur ne doit pas se sentir en danger. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui marchent à reculons, entre guillemets, quand ils vont dans les assemblées générales de leurs associations. Parce qu'ils disent, comment ça va encore se passer? C'est triste, non? Mais je vous assure, ça se passe souvent, ça. Ça se passe souvent. Je vous ai raconté les histoires des conseils d'anciens, où le pasteur est un ancien parmi les autres. C'est les églises des brethren, les églises de frères. Ils sont là. Vous avez une fois par semaine ou une fois tous les mois un conseil d'anciens. Et le pasteur est un parmi les anciens. Croyez-moi que le pasteur, quand il va dans ce genre de truc, il y va en tremblant. Parce qu'il peut se faire mettre à la porte. On peut le contester ouvertement dans ce conseil à propos du sermon qu'il a donné le dimanche d'avant. C'est incroyable ce genre de truc. C'est ingérable. C'est absolument ingérable. Mais c'est le système associatif. Chacun est au même niveau. Non, chacun n'est pas au même niveau.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. La théocratie ne fonctionne pas comme ça. La démocratie, on essaye de la faire fonctionner comme ça, et croyez-moi, on voit les perversités de la démocratie actuellement dans les pays occidentaux où ça devient tout et n'importe quoi, où ils essayent de tirer la couverture pour des raisons vraiment lamentables, pour quelques pourcents ou quelques dixièmes de pourcents de vote. Donc le nom du visionnaire fondateur, ça je vous le plus que conseille, c'est très important. Alors siège social, alors ça c'est très simple, hein, ça ne pose aucun problème. Le siège social, c'est le lieu en fait où vous allez exercer vos activités. Bon, il y a des formules tout à fait adaptées, vous avez juste à les recopier, hein, c'est vraiment très simple. Alors le territoire national, ça c'est toujours comme ça en général, donc le pays dans le pays où vous êtes. Vous pouvez dire aussi que ça peut être dans le monde entier, mais si vous êtes dans le monde entier, vous allez être obligé de créer des associations ailleurs. Dans chaque pays, vous pouvez avoir une représentation, mais qui peut dépendre d'un quartier général mondial que vous pouvez créer, mais chaque association que vous créez dans chaque pays est soumise à la loi du pays où les activités se trouvent. D'accord? Alors, il y a des trucs tout à fait classiques. Hein. Après, dans ce siège social, on met toujours, il sera transféré par simple décision de l'Assemblée générale ou du comité exécutif, etc., etc. Bon, vous avez des petites choses comme ça. Article 4, la durée de l'association. La durée de l'association, alors vous mettez illimité. Sauf si vous avez envie de travailler 3 ans, vous mettez 3 ans. Mais vous mettez illimité. C'est toujours illimité. D'accord? Alors, titre 2 maintenant. Le titre 2, composition et affiliation. Alors là, on va commencer à rentrer dans les choses un peu plus techniques des associations. Composition et affiliation. Affiliation, ça veut dire comment on entre, comment on peut devenir membre, si vous préférez. Composition et affiliation. Alors, article 5, les membres. Les membres. Alors, typiquement, on va mettre l'association se compose de membres, des membres actifs. Ça, c'est tout à fait les formules classiques. L'association se compose de membres actifs. Ok. Bon, après, il faudra définir ce que c'est qu'un membre, et un membre actif aussi, parfois. Alors, en général, on est obligé de mettre tous ont le pouvoir de voter à l'Assemblée générale. On va en parler de ça. Tous ont le pouvoir de voter. Ça, c'est obligatoire dans les associations. Quelqu'un est membre, s'il est reconnu comme membre d'une association, il a un pouvoir législatif dans une théocratie. Donc nous allons étudier quoi faire et comment le faire pour éviter certains travers. Donc tous ont le pouvoir de voter. Ça c'est obligatoire, la loi en général vous l'impose, de mettre le pouvoir du membre vis-à-vis de l'Assemblée générale. On verra que l'Assemblée générale c'est l'organe suprême, l'organe décisionnel qui peut tout décider dans une association. Donc les assemblées générales, c'est vraiment très important. Alors, on peut souvent rajouter des choses comme son membre actif, ceux qui participent régulièrement aux activités de l'association. Son membre actif, ceux qui participent régulièrement aux activités de l'association. Alors là, vous pouvez rajouter des précisions sur ce que vous voulez. Les membres doivent être présents, blablabla, etc. Enfin, vous pouvez rajouter certaines choses. Mais les statuts, je vous dis, c'est les grandes lignes. Par contre, il y aura des précisions à donner dans votre règlement d'ordre intérieur, justement. Parce qu'on va voir que l'aspect des membres, c'est quelque chose que le président ou le représentant légal doit savoir gérer correctement. S'il ne sait pas gérer ces choses-là, il risque d'avoir de sérieux problèmes. Il y a des fois des associations qui ne sont pas à jour pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et d'un seul coup, elles ont un problème juridique. Et quand on est devant les tribunaux, ou quand on a des comptes à demander, ou que quelqu'un vient faire une inspection dans notre association, ça peut être catastrophique, parce qu'on n'est pas à jour. Et toutes les lois de tous les pays nous imposent tous les ans à avoir une liste de membres à jour. C'est-à-dire les gens qui sont devenus membres pendant l'année et les gens qui ont été radiés pour différentes raisons. On verra qu'il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui ne sont plus actifs et qu'on considère donc
qu'on radie nous-mêmes, etc., etc. D'autres qui font des histoires et qu'on radie, c'est-à-dire qu'on raye de la liste. Mais tout ça, ce sont des procédures légales, parce que le membre, c'est ce qui fait vivre l'association. C'est celui qui est à la base de l'association. Une association est constituée de membres, mais ces membres sont là, ils ont un pouvoir législatif, ils ont aussi un pouvoir donc décisionnel sur l'association. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que les membres qui sont dans une association chrétienne, ce n'est pas n'importe qui doit être là. Ce sont des gens qui sont éprouvés, et au début, vous ne pouvez pas éprouver les gens. C'est ça la difficulté. C'est seulement au bout d'un certain nombre d'années que vous pouvez voir vraiment les gens qui sont avec vous. Et sachez une chose, un des travers, j'en parlais avec un juriste ici il y a quelques temps, une des difficultés qu'il y a, c'est que souvent les membres de l'association qui couvre l'Église ne sont pas représentatifs par rapport au nombre de gens que vous pouvez avoir dans l'Église. Les membres de l'Église et les membres de l'association, ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Ça imposerait trop de problèmes juridiques. Parce que tous les ans, il y a des gens qui rentrent dans une église, il y a des gens qui se convertissent, il y en a d'autres qui partent, il y en a d'autres qui rétrogradent, il y a toutes sortes de choses dans une église, il y a tout un tas de mouvements dans une église. Donc, vous ne pourriez jamais gérer, avec tous les membres de l'église, faire des assemblées générales. C'est impossible à faire. Donc, vous êtes obligé d'avoir un groupe limité de gens que vous connaissez, avec lesquels vous allez vous entourer, et qui vont faire marcher l'association, et qui vont permettre à toute l'église de fonctionner. C'est comme ça qu'on est obligé de faire. Mais si on veut être, je dirais, puriste, on n'a pas l'échantillon que représente l'association, n'est pas, je dirais, un échantillon qui représente l'Église. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens dans une association par rapport, par exemple, si vous avez une grande église de plusieurs milliers de personnes, vous aurez des fois des associations qui ont 5, 6, voire 10 personnes. Donc 10 personnes par rapport à plusieurs milliers, vous dites, waouh, c'est une proportion infime. Oui, qui n'est pas représentative, oui, dans un sens. Mais on est obligé de faire comme ça parce qu'on ne peut pas avoir. Sinon, tous les ans, il faudrait faire rentrer, sortir. Et faire des assemblées générales avec des centaines de personnes, c'est pas gérable. Par contre, c'est là où, dans l'Église, il faut savoir faire de temps en temps des assemblées où les gens se rencontrent ensemble. Des gens qui sont très actifs dans l'Église. Bon, ça, c'est un autre problème, c'est plus une organisation interne. Là, on parle de juridique, on parle de récipient juridique. Alors, article 6, on va parler de la condition d'adhésion. Conditions d'adhésion. Alors souvent, il y a, pour faire partie de l'association, hein, c'est tout à fait typique, pour faire partie de l'association, il faut adhérer au présent statut et faire une demande. Pour faire partie de l'association, il faut adhérer au présent statut et faire une demande, et je rajouterai une demande écrite. C'est mieux, beaucoup mieux. Et faire une demande écrite aux représentants de l'association, donc au représentant légal ou au président, ça dépend des pays, ça dépend comment on veut l'appeler, c'est pas tellement le nom qui est important, c'est ce qu'il représente. Donc, pour faire partie de l'association, il faut adhérer au présent statut et faire une demande écrite aux représentants de l'association. Alors, ici, c'est quelque chose de très général que vous allez retrouver dans tous les statuts. Et si vous laissez ça comme ça, je vais vous dire une chose. Vous avez porte ouverte à des petits malins qui peuvent introduire tous leurs amis dans votre association. Et au bout d'un moment, créer un groupe, vous allez faire entrer 10, 15, 20 personnes, et d'un seul coup, vous contrebalancez, et vous avez la majorité absolue, c'est pas absolue, mais la majorité des votes, et vous pouvez faire du lobbying et créer du désordre dans l'association. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention à cela. Les gens qui rentrent dans l'association, certes, ici il y a des statuts, mais vous avez quelque chose, et un instrument qui est très important, que je vais vous apprendre à utiliser, qui s'appelle le règlement d'ordre intérieur. Votre règlement d'ordre intérieur, dont on parlera, lui, c'est à vous, pasteur, de choisir qui vous allez accepter dans votre association. Parce que rappelez-vous que c'est votre ministère. C'est vous qui avez reçu le mandat divin pour le ministère. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une possibilité dans votre association que n'importe qui amène ses amis, les uns après les autres, et au bout d'un moment, vous vous apercevez qu'il y a plein de têtes nouvelles, on vous a fait des lettres, bon, vous n'avez rien il n'y a aucun garde-fou, les gens rentrent, et puis on en accueille 3 là, puis 5 là, puis 2 autres ici, et puis au bout d'une année, on s'aperçoit d'une chose, une année ou deux, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a plein de gens qui sont amis d'une personne de l'association. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut?
elle veut vous faire un coup d'État. C'est très simple. Elle peut faire un coup d'État tout à fait légal. Tout à fait légal. Je vous montrerai comment convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et vous devez mettre ça dans vos statuts. Donc il y a plein de failles terribles qui peuvent mettre une association par terre. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez remarqué que dans les associations, il y a beaucoup de désordre. Vous avez remarqué ça? Dans toutes les associations, il y a du désordre pratiquement. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de comprendre un peu ce qui se passe au niveau juridique. Mais la plupart des associations, il y a des histoires. C'est quelqu'un qui commence, qui a un bon cœur, là, il commence, puis d'un seul coup, quand il commence à y avoir des finances, là vous avez les loups qui commencent à sortir leur bouche, là. On veut de l'argent. Et ils commencent à faire tous les coups possibles et imaginables. C'est pas sécurisé, pouf, vous tombez. Et ça se passe aussi malheureusement dans les églises. Donc, le pasteur doit faire attention. Il ne peut pas se permettre d'avoir un article général sans qu'il y ait une précision que lui-même veut pour brider les entrées des nouveaux membres. Donc je vous montrerai dans le règlement d'ordre intérieur comment faire, comment il faudra faire voter le règlement d'ordre intérieur, ça c'est pas compliqué à faire, mais là il faudra absolument faire attention, mettre tous les garde-fous, c'est-à-dire que par exemple, on verra dans le règlement d'ordre intérieur, un membre devra d'abord être approuvé par le pasteur, si le pasteur estime qu'il n'est pas le temps pour ce membre, cette personne d'être dans l'association ou qu'il n'est pas d'accord avec cela, eh bien sa voix va prédominer sur les autres. Et c'est fini, vous allez vous couvrir. C'est-à-dire, il faut empêcher que des gens viennent et puissent faire un trou dans votre association. Parce que vous pourrez travailler des années, et l'association, avec son système démocratique, a des failles partout. Et surtout, dans le fait de faire entrer des membres. Parce qu'un membre, c'est une voix en plus. Supposez, vous avez 10 membres au départ avec votre association, vous commencez à bien travailler, les choses avancent, etc. Mais l'article reste général, il n'y a rien qui précise ici. N'importe qui vient, ok, on monte à 12, 15, 16, 15, 18, 20, etc., 22, etc. Et puis d'un seul coup, vous vous apercevez que quand vous commencez à dire des choses en assemblée générale, vous avez une opposition silencieuse. Vous voyez, de gens qui disent rien, mais vous sentez qu'ils ne sont plus du tout d'accord avec vous. Et que cette opposition, comme les partis politiques, vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. L'opposition qui se lève. Et d'un seul coup, ça commence à créer des dysfonctionnements dans votre association. Vous sentez que les gens sont plus avec vous de cœur. Et il y a une personne ou deux qui ont amené un certain nombre d'autres personnes, qui ont gagné à leur cause, et leur objectif, c'est de vous mettre dehors et vous contrôler le ministère. Ça arrive, il faut les empêcher. Il faut empêcher ça. Le mieux, c'est de mettre des garde-fous qui empêchent directement ça. Parce que rappelez-vous, c'est vous qui avez reçu le ministère et vous devez protéger votre ministère. D'accord? Alors bon, il y a certaines associations au niveau des membres, qui font des catégories de membres. Par exemple, les membres fondateurs, les membres bienfaiteurs, les membres d'honneur, etc. Mais franchement, pour l'Église de Dieu, je trouve que ce n'est pas du tout approprié. En tout cas, c'est mon avis personnel. Alors, article numéro 7. Article numéro 7, c'est la perte de la qualité de membre. Perte de la qualité de membre. Alors, souvent, vous aurez quelque chose de très générique, qu'il faut garder d'ailleurs ici. La qualité de membre se perd. La qualité de membre se perd par démission. La qualité de membre se perd par démission. Vous mettez entre parenthèses tacite ou non. On va expliquer ce que c'est. La qualité de membre se perd par démission, tacite ou non, par décès ou par radiation pour motif grave. Donc la qualité de membre se perd par démission, tacite ou non, ou par décès ou radiation pour motif grave. Alors rappelez-vous, un membre, c'est une voix. Tous les membres constituent l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale va voter ce qu'on appelle un comité exécutif, un conseil d'administration qui va administrer l'association. L'Assemblée générale va regarder les comptes et devra approuver les comptes. On verra que ça s'appelle un quitus. Très simple. Vous allez voir, c'est des choses qui sont simples mais qu'il faut connaître. Elle va aussi voter des budgets. Elle va suivre les budgets. Donc pour tout cela, il vous faut des gens qui soient très stables et qui soient avec vous. Dans le sens où qui comprennent ce que vous êtes en train de faire et qui n'ont pas peur aussi. Des gens de foi. Parce
que des fois, les gens ont peur quand vous prenez des décisions. Ils disent, waouh, le pasteur, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Waouh! Et parce que vous prenez certaines décisions, parce que vous sentez que vous devez marcher dans la foi. Et des fois, ça fait peur, surtout les trésoriers ou trésorières. Des fois, ils disent, waouh, on a dépensé tout ça, pasteur. Ah oui, on a dépensé tout ça, mais on a investi. Et les gens voient les fruits après, parce que vous êtes là, vous savez ce que vous faites, parce que vous dirigez, et le Seigneur vous montre ce qu'il faut faire. Donc évidemment, il y a des gens qui sont membres, qui rentrent en tant que membres, donc ça, on verra comment, avec le règlement d'ordre intérieur, bien contrôler les entrées, mais il y a aussi des gens qui sortent, parce que c'est la vie d'une association. Dans une association, il y a toujours des gens qui rentrent et qui sortent. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ok? Alors, maintenant, des gens qui sortent, qui sont radiés de la liste, parce que tous les ans, je vous le dis, vous devez tenir à jour une liste des membres. C'est très important, parce que c'est ces gens-là qui sont convoqués en assemblée générale, qui prennent des décisions et qui, juridiquement, ces décisions sont valides, c'est-à-dire incontestables. Ça veut dire que n'importe qui peut venir en disant non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Si cette personne n'est pas membre, ou si elle est membre, mais que la décision a été prise à la majorité, la personne n'a rien à dire. Elle ne peut pas venir contre vous en vous disant moi je vais mettre le pasteur au tribunal, moi je vais faire ceci contre l'association, je vais porter plainte, etc. Ça sera irrecevable. Pourquoi? Parce que vous avez un cadre légal, un cadre sécurisé. Et ça c'est très important. Si vous ne faites pas attention à ça, vous risquez d'avoir des histoires. Et ça commence toujours par les membres et l'actualisation de la liste des membres. Donc des membres qui rentrent, des membres qui sortent. Les membres qui sortent, donc démission, tacite ou non. Ça veut dire quoi tacite ou non? Tacite, c'est quelqu'un qui dit rien, mais que vous ne voyez pas. Par exemple, vous convoquez une assemblée générale. En général, on fait 2 assemblées générales par an. C'est bien, je vous expliquerai pourquoi. Pour une église, c'est pratique. Et il y a des gens, ils ne sont pas là. Et ils ne s'excusent pas. Une fois. Après, ils ne viennent plus à l'assemblée suivante. Ils sont convoqués légalement, on leur envoie une convocation, etc. à l'assemblée générale. Ils ne viennent toujours pas. Mais là, ils vous ont quand même téléphoné un peu avant, je suis pas malade, je suis pas... C'est bon, etc. Ok, bon. Et puis ils continuent à ne pas venir. Si au bout d'un moment vous constatez qu'une personne n'est plus présente, peut-être qu'elle commence à moins fréquenter l'église ou à ne plus fréquenter l'église. Vous êtes pasteur, vous allez la conseiller. Elle vous dit non, non, je suis très occupé, enfin, etc. Tout un tas d'excuses, etc. Mais vous sentez que ça ne va pas bien. Vous essayez de la conseiller, vous essayez, etc. Et puis finalement, au bout d'un moment, vous ne la voyez plus. Si vous ne la voyez plus dans vos activités d'église pendant 6 mois, ou plus, ou 1 an, et qu'elle ne vous dit rien, eh bien, vous allez être obligé, en tant que pasteur et président ou représentant légal, de faire un constat à l'Assemblée générale, en disant, bon, le frère Intel ou la sœur Intel, ben, on ne la voit plus. Bon, je lui ai parlé, je lui ai demandé de venir. Par exemple, il y a des gens, ils ne viennent pas. Vous les convoquez, ils ne viennent pas s'expliquer. Vous leur demandez, tiens, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit? La personne ne répond pas à l'invitation. Et donc, à ce moment-là, la personne, vous ne la voyez plus. Si vous ne la voyez plus, c'est une démission tacite. Ça veut dire que la personne n'est plus impliquée dans vos activités. Et ces gens-là, il faut prendre une décision d'assemblée générale pour dire, à partir du moment où elle ne répond plus aux convocations, à partir du moment où vous leur demandez de venir et qu'est-ce qui se passe, il y a un problème ou pas, elles ne viennent plus, vous ne la voyez plus dans vos activités, à ce moment-là, vous ne pouvez pas la garder comme membre active. Parce que sinon, si vous faites ça, au bout d'un moment, si vous en avez plusieurs comme ça, vous n'aurez plus un quorum. Le quorum, comme nous le verrons, c'est un certain nombre de membres obligatoirement présents. Ça va être dans vos statuts aussi. Pour tenir une assemblée générale, ça veut dire qu'il faut, par exemple, si vous avez 20 personnes dans, votre dans la liste de vos membres, vous ne pouvez pas convoquer les gens s'il y en a 3 qui viennent et commencer à dire on va tenir une assemblée générale. Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il vous faut un certain nombre de gens, c'est-à-dire une certaine proportion, qui est d'ailleurs dans les statuts, pour que vous puissiez tenir une assemblée générale légalement. Sinon, vous ne pouvez pas la tenir légalement. Ça s'appellera le quorum. Mais s'il y a des gens qui sont absents régulièrement et qu'il y a un nombre trop important qui commence à grignoter sur le nombre de membres, si jamais vous avez 1 ou 2 absents qui étaient là d'habitude, des fois vous ne pourrez même plus tenir vos assemblées générales. Donc votre association ne pourra plus avancer correctement. Vous allez être obligé de refaire des convocations, etc., etc. Et des fois, dans la deuxième assemblée générale, on a le même problème. À ce moment-là, il y a des dispositions, ce qu'on appelle légales, qui nous permettent de tenir une assemblée générale, mais il faudra les mettre aussi dans les statuts. Vous voyez, tout ça, ça fonctionne avec des règles juridiques. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas décider n'importe quoi. S'il y a des problèmes un jour, il faut être capable de se défendre. Et le pasteur doit faire attention, parce que c'est son ministère, là, qu'il met en jeu. S'il fait de graves erreurs juridiques, il en aura des conséquences. Et parfois, il peut être même condamné par des tribunaux.
Ça c'est vu, parce qu'il y a eu de la négligence. C'est pas forcément parce qu'il a péché ou qu'il a fait une erreur, je veux dire, une gaffe sérieuse, c'est parce que des fois, il y a de la négligence. Et des fois, vous pouvez vous retrouver devant des tribunaux par négligence, parce que vous avez fait une faute juridique grave. Et ça peut être un inspecteur des impôts qui vient, ça peut être quelqu'un du gouvernement qui vous dit non, vous n'avez pas donné vos listes à jour, etc., etc., vous êtes donc dans l'illégalité, etc., 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 et parfois vous pouvez avoir des problèmes très sérieux, vous voyez, jusqu'à ce que des fois on peut même faire fermer votre association. Je sais qu'ici tout se négocie, mais des fois ça ne devrait pas se négocier. Alors, la qualité donc de membre, c'est par tacite ou non. Alors non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui va manifester son désir de ne plus être membre. À ce moment-là, il envoie une lettre. Il écrit au représentant légal, Monsieur le représentant légal, je suis dans le regret de vous annoncer que je démissionne de ma qualité de membre de votre association, etc., etc., etc. Et puis il explique brièvement les raisons. Bon, par exemple, il y a des éloignements géographiques. Il y a des gens, par exemple, qui sont mutés pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, ou plus. Et puis après, finalement, ils restent dans un pays ailleurs ou dans une ville très loin et ils ne participent plus aux activités de l'Église. Ils vous aiment bien, ils étaient vraiment une part, ils vous ont aidé, mais bon, ça fait que les circonstances les amènent à un éloignement géographique. Donc ils sont plus capables de venir aux assemblées générales et puis ils sont plus dans l'église régulièrement. Ces personnes-là, en général, on leur dit, bah écoutez, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu comptes revenir? Bon, si elles reviennent au bout de 6 mois, il n'y a pas de problème, vous les gardez, voire 1 an. Mais ça ne peut pas durer 10 ans. Elles ne peuvent pas être 10 ans absentes aux assemblées générales. Donc à ce moment-là, on leur demande une petite lettre de radiation, d'accord? Donc ça, c'est des choses simples, mais il faut savoir le faire, il faut tenir ça à jour, d'accord? Bon, il y a les décès, bien sûr, ça, les décès, c'est directement, évidemment, il y a la perte de qualité de membre. Et puis, il y a radiation pour motif grave. Alors ça, c'est quelqu'un qui, par exemple, vit dans le péché, gravement, ou commence à constamment contester l'autorité du pasteur, donc du représentant légal du président. Et il commence à le faire même ouvertement. Et vous le voyez, en pleine assemblée générale, il commence à contester, à se rebeller, à créer du lobbying, à discuter des trucs. Vous entendez des choses qui reviennent à vos oreilles. Vous savez, nous les pasteurs, nous avons des oreilles même à l'intérieur et à l'extérieur. Nous entendons tout. Tout revient dans nos oreilles. C'est triste, hein. Je vous assure, c'est incroyable. Hein. Moi, c'est pour ça que je ne m'affole jamais. Il y a des fois des gens qui me disent hey, pasteur, tu sais que. C'est pas grave. J'attends, et si ça revient encore dans mes oreilles, je me dis tiens, il y a quelque chose quelque part. Puis c'est tout. Parce que de toute façon, ça revient obligatoirement dans nos oreilles, obligatoirement, d'une manière ou d'une autre. Donc là, vous devez évidemment amener des précisions. Dans le règlement d'ordre intérieur, il va falloir que vous ameniez des précisions. Et on verra pourquoi. On verra comment une personne doit être radiée avec le règlement d'ordre intérieur. On expliquera comment, par quoi elle passe, etc., etc., etc. Donc vous mettez des garde-fous, et c'est toujours celui qui va décider, qui aura la primeur, qui aura le poids sur tout au niveau des entrées et des sorties. Il faut que ce soit le représentant légal, le président, donc le pasteur, le visionnaire. Ça, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre qu'il y ait des membres qui disent non, non, moi je ne suis pas d'accord qu'on chasse. Le pasteur est d'accord, mais moi je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un vous dit ça, si vous êtes pasteur et que vous dites on chasse une personne en tant que membre de l'association, c'est que normalement le pasteur a des raisons. Et ce qu'il veut, c'est se protéger. Maintenant, s'il a un problème de caractère qui chasse tout le monde, il y a des gens qui chassent tout le monde, vous savez. Il y a des leaders comme ça. Ils ne peuvent pas avoir des gens autour d'eux sans les chasser. Bon, ça, c'est leur problème. Mais ça, c'est des gens qui n'attireront pas. C'est des gens qui n'amèneront jamais leur leadership dans les hauteurs. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut travailler et aider les gens, investir chez les gens et les amener à s'épanouir au travers du ministère sous notre leadership. Ça, c'est quelque chose qui est important au niveau leadership. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils ne comprennent pas ce principe. Mais une chose est sûre, le pasteur, le représentant légal, le président, quel que soit le titre, il doit avoir le dernier mot sur l'acceptation d'un membre ou la radiation d'un membre. C'est important, parce que c'est son ministère. Il ne peut pas se permettre d'être entouré d'avoir des gens dans son assemblée générale qui lui font une guerre, constamment, qui lui cherchent constamment des histoires, qui constamment contestent ses décisions, etc., 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 ou qui mettent une mauvaise atmosphère. Vous savez, il y a des gens dans les assemblées générales, parfois, ils mettent des mauvaises atmosphères. Vous commencez à voir les membres qui viennent et vous sentez déjà qu'il y a eu des choses qui ont été dites à l'extérieur. Vous voyez, ça c'est vraiment, c'est pourri. Ça, c'est païen. Malheureusement, ça se trouve chez les chrétiens, tristement. Et ça, c'est inacceptable. Il faut que les gens, quand ils viennent avec un bon cœur. Vous savez qu'ils sont vraiment là pour qu'ensemble, on puisse construire, on puisse aller quelque part, sous le leadership du représentant légal. Si les gens comprennent ça, ça marche tout seul et ça marche super bien. Parce que Dieu nous bénit à ce moment-là d'une façon extraordinaire.
Maintenant, on verra que ces membres-là, ça ne doit pas être des pions non plus. Il faut que ces membres-là soient des bons conseillers. Et c'est ça qui est important. C'est important d'avoir des gens qui sont autour de vous, qui sont capables de vous dire, pasteur, je crois qu'ici, il faudrait faire attention. Pasteur, moi, je ne sais pas, mais dans cette histoire-là, je ne me sens pas à l'aise. Mais je suis avec vous, je n'ai aucun problème. Si vous prenez la décision, je suis avec vous dans cette décision, mais je sens ça et ça, je tenais simplement à vous partager mon opinion, ou je ferai plutôt ça et ça pour que vous puissiez sécuriser ça et ça. Vous voyez, ça, c'est des bonnes personnes qui vous aident, qui sont de bons conseils, qui connaissent un certain nombre de choses sur ce qui se passe et comment vous aider à aller plus haut. Voilà pour ce cours.